c'est un petit extrait de toutes les recherches qui ont été publiées réalisées et en application. Je confesse, c'est moi le dernier à rendre mes articles en retard et qui retarde la publication. Donc, il y aura 2 volumes complets sur Camille de Neuville. Quand j'ai proposé ce sujet il y a quelques années, on pensait en faire un petit dossier de la revue d'Histoire de Lyon. Et en fait, la matière s'est révélée très riche, le nombre d'auteurs intéressés également, et donc ça donne tout cet ensemble. Mon souci dans ce type de travail, c'est que souvent, quand on a des recueils d'articles, chaque spécialiste parle de sa spécialité, et puis il y a des grands blancs sur des sujets que personne ne connaît. Et mon souci était de me dire, essayons de faire plutôt une monographie, et donc de remplir les trous laissés par les autres. Et il est assez vite apparu que les rapports entre Camille de Neuville et Paris et son frère Nicolas étaient restés assez dans le flou, pour des raisons assez simples. C'est qu'effectivement, les historiens lyonnais ont très peu fréquenté les archives parisiennes et un peu vice-versa. Et également parce que le propre de cette famille de Neuville est d'avoir une culture, j'allais dire quasiment du mutisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont toujours pris soin de très peu s'exprimer sur ce qu'ils voulaient, sur ce qu'ils pensaient, sur ce qu'ils désiraient. On n'a quasiment pas de correspondance. Et donc, ce sont des gens très peu visibles du point de vue subjectif. Donc, ce que je vous propose ici, c'est un aperçu de l'histoire de cette famille. Ce que l'on sait, c'est que, comme vous le savez, Charles d'Alincourt, donc Charles de Neuville, dit Monsieur d'Alincourt, le père de Nicolas et de Camille, a été nommé gouverneur de Lyon au début du siècle, au début du XVIIe siècle. Je passe sur les conditions de sa nomination, etc. Et ce poste de gouverneur restera dans la famille jusqu'à la Révolution. Et donc, je dirais, la doxa, le lieu commun lyonnais, c'est de dire que cette famille a gouverné Lyon pendant presque 2 siècles. Et en fait, quand on s'arrête à cette période-là, on s'aperçoit qu'il y a eu un grand passage à vide et qui aurait pu mal se terminer. Enfin, tout simplement, la famille aurait pu perdre toute son influence. Et ça s'est terminé autrement pour des raisons que je vais vous décrire. Donc, la généalogie est assez simple. Il faut se représenter une famille qui, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, était des marchands de poissons à Paris, qui vendaient du poisson suffisamment bon pour qu'ils fassent fortune, s'achètent des offices qui permettent de monter en grade et accèdent peu à peu à l'échevinat, à la noblesse et à la cour. Et le grand personnage de cette famille, c'est Nicolas, que l'on dit Nicolas IV, de Neuville, donc le grand-père de Camille et de Nicolas, qui est ministre sous 5 rois successifs et qui meurt en 1617. C'est important 1617 parce que ça veut dire que Nicolas, qui est né en 1598, et Camille, qui est né en 1606, ont connu leur grand-père, et leur grand-père a agi pour eux dans leur enfance, de façon très nette, parce que c'est manifestement la famille qui a notamment donné, et vous le verrez dans ce volume, qui a permis que Camille de Neuville, comme vous le savez, dans sa prime enfance, obtienne à la fois l'abbaye d'Ainay, l'abbaye de l'Île-Barbe, et également 3 autres abbayes dans des conditions tout à fait anormales au vu des pratiques de l'Église. Donc ce grand-père, Nicolas, meurt en 1617 et Charles de Neuville, lui, gouverneur de Lyon, a clairement pour ambition de s'établir comme maître de la ville et d'en faire son point d'appui pour son pouvoir. Les choses ne se passent pas si bien que ça, parce que, en dehors des débuts, parce que la relation entre Charles d'Alincourt et la ville va assez rapidement se dégrader. Enfin, il y a des différentes étapes, mais la dernière qui nous paraît intéressante, c'est qu'en 1626-1627, il y a une vraie brouille quand deux de ses fils se mettent à invectiver le consulat, et Charles d'Alincourt est obligé de se présenter devant le consulat et leur fait comprendre que lui est un proche du roi et pas eux, et que le consulat est prié de leur parler poliment. Et à partir de là, les relations vont être un peu froides. Et surtout, la malchance de Charles de Neuville, c'est qu'en 1628, Richelieu fait nommer son frère Louis-Alphonse comme archevêque de Lyon. Et en 1630,
Comme vous le savez, Richelieu définitivement prend la tête du royaume en fait pendant une douzaine d'années. Et du coup, pendant toute cette période, 1630-1642, quand les Lyonnais ont besoin d'un appui auprès du roi, au lieu d'aller saisir leur gouverneur, qui doit être normalement la courroie de transmission, ils vont voir l'archevêque, monsieur de Richelieu, pour qu'il aille voir son frère et obtienne les concessions, en sachant que ce Louis-Alphonse de Richelieu, qui est un personnage assez méconnu, est une très forte personnalité qui a quasiment l'envergure intellectuelle de son frère, et donc remplit très bien cette mission. Et donc pour les Neuville, dans cette première période, dans cette période 1630-1642, en fait, la présence à Lyon se retrouve affaiblie. Le monsieur d'Alincourt vieillit et sa fonction de relais et son influence sont clairement mises à mal. Pendant ce temps-là, il a mis au monde, enfin beaucoup plus tôt, il a mis au monde toute une série d'enfants, de fils. Malheureusement, il a 2 fils militaires qui meurent au combat. Et il lui reste pour garçon Ferdinand, qui est destiné à l'Église, de façon assez nette, Nicolas, qui est un militaire, Camille, qui est destiné à l'Église également, et Antoine, qui est un enfant bâtard, un fils bâtard, né d'une religieuse, entre ces deux mariages. Antoine, dont je ne parlerai pas spécialement ce soir, mais qui est un personnage très important, parce que c'est sur lui que Camille de Neuville, archevêque, s'appuiera du point de vue religieux, parce que c'est celui qui est le mystique de la famille, j'allais dire le vrai croyant, alors que Camille aura une carrière qui, sous son titre d'archevêque, sera quand même plus proche de celle d'un gouverneur que celle d'un homme d'église. Donc, notre période s'ouvre assez mal pour la famille. En janvier 1642, Charles d'Alincourt meurt. Et Marie-Annick Lavigne, ici présente, m'avait fait très justement remarquer que si vous lisez les délibérations consulaires, et on n'a pas du tout le faste habituel à l'occasion de la mort d'un gouverneur. Et dans le procès-verbal de cette annonce, il est juste marqué en apostille que Nicolas de Neuville, qui devient quand même, en succession de son père, automatiquement gouverneur de la ville, est à la cour. Mais pas un mot de compliment, pas une dépêche. Voilà, ça donne une idée du fait qu'en 1642, le poids des Neuville à Lyon, malgré leur titre, est tombé très bas. Nicolas de Neuville, encore une fois, est un militaire. Il fait toute sa carrière sur les champs de bataille, et donc il n'est que très rarement à Lyon. Son frère Ferdinand, lui, est un homme d'église très discret. Et son frère Camille a commencé à mener une vie assez agréable à Lyon, grâce à toutes ces abbayes qui lui procurent un revenu tout à fait exceptionnel. Et donc, il s'est acheté, comme vous le savez, la seigneurie de Vimy, qui sera rebaptisée Neuville du nom de la famille, et qu'il fait aménager et embellir de façon tout à fait somptueuse. Donc, Camille de Neuville, en 1642 et jusqu'en 1644, est connu pour sa belle maison, pour sa belle bibliothèque avec les reliures à ses armes qu'il a fait faire, et pour le fait qu'il a des revenus tout à fait importants. Et pendant ce temps-là, l'entretien de ces abbayes, enfin l'entretien spirituel est tout à fait négligé. Vous verrez dans le volume comment j'appuie l'hypothèse que c'est grâce à lui que le pèlerinage marial a lieu tous les ans à Fourvière, parce qu'avant ça, avant 1643, il avait lieu à l'île Barbe, et qu'il a tellement négligé son abbaye que les pèlerins ont changé d'endroit. Donc 1642, mort de Charles de Neuville, 1642, mort de Richelieu, ce qui serait presque une bonne nouvelle, puisque justement c'était un peu un ennemi de la famille. C'était un ennemi de la famille depuis que Nicolas, enfant, avait fait une grosse bêtise en envoyant un courrier express à son père pour qu'on arrête Richelieu lors d'un passage à Lyon. Voilà, c'était un malentendu, mais Richelieu, lui, l'avait bien retenu. Et 1643, coup dur pour la famille, puisque c'est la mort de Louis XIII, et avec qui Charles de Neuville et Nicolas de Neuville avaient un lien personnel. Et puis j'ai ajouté 1643, le passif des guerres de Comté, parce que c'est là aussi un épisode dont les historiens lyonnais ne parlent quasiment jamais, c'est que Nicolas de Neuville a pris la tête de corps d'armée dans les années 1639 et suivantes, dans la rivalité qui a lieu autour de la Franche-Comté. Et en fait, Nicolas de Neuville fait du zèle, et notamment fait du pillage, et est connu pour le fait d'avoir emmené systématiquement
ces soldats fauchaient les blés en herbe pour affamer la population. Et donc Nicolas de Neuville a une réputation épouvantable en tant que chef d'armée. Et pendant ce temps-là, en plus, il n'est pas à Lyon. Donc, à nouveau, 1643, le niveau d'influence des Neuville à Lyon est tombé à un niveau quasiment nul, et même avec une réputation plutôt négative, puisque Charles d'Alincourt n'avait pas très bonne presse, Nicolas de Neuville est lointain et sa réputation militaire est mauvaise, et Camille est un abbé, qu'on dira après coup, un abbé de cour en quelque sorte. Et à partir de 1643, les choses se retournent peu à peu. En fait, dès 1643, on a 2 traces qui montrent que Mazarin a repéré Nicolas de Neuville. Donc là, il faut se rappeler que Louis XIII meurt, Richelieu meurt, Anne d'Autriche récupère le pouvoir, et comme vous le savez, elle a un petit garçon né en 1638, donc qui n'a que 5 ans à peine, même pas. Et elle doit trouver un soutien pour diriger le royaume, et c'est donc Mazarin qui s'impose très rapidement. Mais Mazarin est un homme venu de nulle part et donc a lui-même besoin de constituer son réseau. Et ce que l'on voit dès juin 1643, donc dans le mois suivant la mort de Louis XIII, c'est qu'on a une lettre de Mazarin à Nicolas de Neuville qui lui dit « Mais vous aviez besoin d'un appui pour aider votre frère, vous auriez dû passer par moi ». Et on a ensuite toute une série d'indications dont je vous passe le détail, mais qui montrent en fait que Mazarin a écrit lui-même dans ses carnets en 1643 que Nicolas de Villeroy est quelqu'un de fiable, de fidèle, enfin c'est en italien, et de déterminé dans le commandement des armées. Ce qui se dessine donc, que je n'ai pas écrit, mais je pense que c'est l'interprétation qu'on peut faire, c'est que Mazarin repère Nicolas de Neuville comme une carte possible dans le jeu qu'il doit construire pour se créer un réseau d'appui. Et à l'inverse, Nicolas, lui, se retrouve justement dans une situation de faiblesse où son propre réseau est très nettement affaibli. Et ces 2 forces conjuguées vont conduire forcément à une forme de coopération. Donc les 2 années suivantes, en fait, 1643, 1644, permettent à Mazarin de confier des responsabilités militaires à Nicolas de Neuville, mais j'allais dire du bon format, c'est-à-dire qui sont assez prestigieuses mais sans risque. Donc c'est parfait pour faire monter en grade un homme dont on voudra qu'il ait une influence ensuite. Et notamment, comme vous le savez, on est en conflit à l'époque en Catalogne, il faut lever des corps d'armée importants, et Nicolas de Neuville est chargé d'amener ses armées, d'abord en Poitou, du coup on se demande où est-ce qu'elles vont, et puis très rapidement de les emmener en Catalogne et de rentrer à Paris ensuite tranquillement, en laissant les armées se battre sur place. Du coup, le prestige de Nicolas de Neuville s'améliore, et dès 1645, on a une ou 2 mentions comme quoi il est un ami de Mazarin. Et c'est là le début de l'engrenage de cette ascension. En 1645, intervient d'abord un premier événement en janvier 1645, malheureux pour la famille. Nicolas de Neuville perd son fils aîné qui avait 18 ans et qui avait vocation à lui succéder. Il meurt à Paris, et du coup il ne lui reste qu'un fils qui a 6 mois, François de Neuville, qui est né en 1644 à Lyon. Et donc il est très clair que la famille est en danger. La famille n'a plus qu'un seul héritier qui est un enfant de 6 mois dont on connaît l'espérance de vie à l'époque. Et je rappelle qu'à cette époque, Camille de Neuville est certes abbé, mais il n'est pas prêtre. Et donc je rappelle juste cette pratique qu'on avait dans les familles nobles de l'époque. C'est effectivement pour le prestige d'avoir 1 ou 2 garçons qui vont dans l'armée chercher la gloire et l'honneur, mais qui parfois trouvent la mort. D'en avoir ensuite quelques-uns dans l'Église, mais de ne pas les marier tous, de ne pas les faire ordonner tous, de sorte que certains ecclésiastiques séculiers puissent ensuite quitter l'Église et se marier. Et donc en fait, en janvier 1645, si on se met à la place de Camille de Neuville, il a à peu près une chance sur 2 de devoir quitter l'Église pour se marier un jour, parce que son petit-neveu n'aura pas survécu. Parce qu'en plus, sa belle-sœur, la femme de Nicolas, a fêté ses 40 ans, donc elle n'aura pas d'autres enfants.
au même moment, la position des Neuville à Lyon est d'autant plus faible qu'ils ont fait choisir comme lieutenant du roi leur beau-frère, Louis de Champlain, qui épousait Marie de Neuville, donc la sœur de Nicolas et Camille. Et ce Louis de Champlain n'est pas du tout à la hauteur, il ne vient jamais à Lyon, je n'ai même pas trouvé une seule trace de sa présence. Et donc le relais lyonnais est devenu inexistant. D'autant plus justement que la place militaire de Nicolas augmente et que ce n'est pas maintenant qu'il va s'installer à Lyon. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'en mai 1645, Nicolas de Neuville obtient pour son frère Camille d'être nommé lieutenant du roi. Et donc c'est ainsi, en 1645, alors que Camille de Neuville a déjà 38 ans, qu'il commence seulement sa carrière politique. Jusqu'à présent, il n'a rien fait de visible, à part aider son frère dans les négociations avec la Franche-Comté pour fixer la rançon de la paix dans les régions pillées par Nicolas de Neuville. Au passage, Camille de Neuville a très bien joué à ce moment-là en veillant à ce que la rançon soit payée à Lyon, entre ses mains, ce qui lui donnera un pouvoir de négociation ensuite dans d'autres événements. Et donc, mai 1645, grâce à ce réseau d'influence, la famille reprend du lustre et Camille est donc nommé lieutenant du roi à Lyon. Et dès les premiers jours d'août, il est à Lyon et il convoque l'assemblée des notables, ce qui est tout à fait inhabituel. Et donc, dans son hôtel du gouvernement, il fait venir tout le consulat, les notables, les représentants des grandes administrations, et leur dit que maintenant, il faudrait payer les impôts et toutes les dépenses que le roi a demandées. Et donc, c'est très clairement une reprise en main de l'influence royale par Camille de Neuville, en personne, en chair et en os, si j'ose dire, qui a lieu au mois d'août 1645. Et en parallèle, les aventures de Nicolas continuent. Il faut avoir... Et je pense que ce n'est pas un hasard, Mazarin lui confie une nouvelle mission. En fait, on a, depuis la fin de 1645, un siège qui est organisé des armées françaises contre la citadelle de La Motte, en Lorraine. La citadelle résiste vaillamment. Et au mois de juin 1645, le commandant de la place, enfin plutôt le commandement des armées françaises qui sont en train d'assiéger la place, envoie un message au roi pour dire ce n'est plus qu'une question de jour. Et à ce moment-là, malheureusement, il se fait tuer par un boulet. Et donc, il faut trouver un nouveau commandant pour les armées qui assaillent la place, et on nomme Nicolas de Neuville. Donc, en fait, Nicolas de Neuville arrive alors que la place est complètement épuisée, que ces murailles sont largement ébranlées par les coups de canon et le moral ébranlé par le siège. Et en fait, il doit tirer quelques coups de canon. Et dans les 24 heures, en fait, il envoie carte blanche au responsable militaire de la place de la Motte en lui demandant quelles seraient les conditions de sa reddition. Et les assiégés répondent aussitôt favorablement. Et en fait, en quelques jours, du coup, Nicolas de Neuville emporte royalement la place de la Motte. En fait, il n'a fait que cueillir un fruit qui avait été élevé par quelqu'un d'autre, mais la réalité, c'est que quelques jours plus tard, on chante le Te Deum à Notre-Dame pour fêter la victoire de Nicolas de Neuville sur la place de la Motte. Et donc, tout cela arrange parfaitement les affaires de chacun, et Mazarin se retrouve avec un allié qui a pris encore du galon. Parallèlement, donc je vous rappelle que Louis XIV, enfin vous le savez, est né en 1638. Les enfants sont au début entre les mains des femmes, et puis, à l'âge de 7 ans, si je compte bien, ils doivent passer entre les mains des femmes. Ils commencent entre les mains des femmes, ils passent entre les mains des hommes. Et donc, il faut trouver un gouverneur, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui un tuteur, au jeune Louis XIV à partir de septembre 1645. Les bruits vont bon train. J'ai trouvé dans une correspondance que dès le mois de décembre, on commence à prononcer le nom de Nicolas de Neuville. Et en mars 46, c'est effectivement Nicolas de Neuville qui est nommé gouverneur de la personne du roi. Et c'est donc lui, j'allais dire, qui va le tenir par la main au quotidien jusqu'à sa majorité, la majorité du roi de France étant fixée à l'âge de 13 ans. Et donc c'est évidemment une période extrêmement importante pour cet enfant. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé à faire des recherches d'histoire, je me suis dit qu'il y a bien une chose que je ne ferai jamais, c'est étudier la vie de Louis XIV et sa cour. Parce qu'il y a eu tellement de milliers de livres sur le sujet, on a l'impression de connaître toutes les aventures de toutes les duchesses avec tout le monde, que je me suis dit c'est vraiment un sujet qui n'a aucun intérêt et qui a été fouillé dans les moindres détails. Et bien en fait,
personne n'a jamais étudié la vie de Nicolas de Neuville, qui est le père adoptif de Louis XIV, de l'âge de 7 ans à l'âge de 13 ans. C'est assez étonnant. Et c'est pour ça que ce personnage me paraissait aussi intéressant à regarder de plus près, c'est qu'il a une réelle influence, même si elle est subtile, sur la personnalité de Louis XIV. Donc je reviens à ma chronologie. À partir de 1646, effectivement, la place de Nicolas de Neuville à la cour change radicalement, puisque c'est celui qui a la charge personnelle du roi de France en tant que gouverneur de la personne du roi. D'un point de vue des titres, c'est Mazarin qui a le titre le plus élevé. J'avoue que j'ai un petit blanc sur le nom exact. Il a un rang plus élevé que Nicolas de Neuville, mais Mazarin n'a évidemment pas du tout le temps au quotidien de s'occuper de l'éducation d'un enfant. Il gère le royaume. Et donc c'est réellement Nicolas de Neuville qui a la fonction paternelle, si j'ose dire. Ça veut dire aussi que ça en fait un homme extrêmement proche d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Tout cela a laissé assez peu de traces personnelles, mais on comprend aussi qu'il y a une forme d'acceptation par Anne d'Autriche qui ne contestera jamais Nicolas de Neuville ni sa façon de faire. Et du coup, pour les Neuville, s'ouvre une période beaucoup plus favorable. Simplement, la Fronde va très vite arriver et rendre cette fonction beaucoup plus délicate. Alors, entre cette nomination de 1646 et cette Fronde qui commence plutôt vers 1648, il y a donc 2 ans de tranquillité, pendant lesquels, notamment, Camille de Neuville intervient à nouveau dans ces questions de traité entre la France et la Franche-Comté pour fixer les rançons, et tout cela en accord avec Mazarin. Et Mazarin, vous le savez, est un brillant homme d'affaires. Il a absolument besoin de correspondants à Lyon pour ses paiements, et il est très clair que Camille de Neuville fait partie de son réseau lyonnais dans ses affaires. En 1648, notamment, il y aura une faillite assez retentissante des frères Sénamy. On conserve une lettre de Mazarin demandant à Camille de Neuville de veiller à ce qu'il soit bien traité dans cette affaire, et ce seront très clairement parmi les créanciers. Ses protégés seront les mieux traités dans cette affaire. Donc je dirais que pendant ces 2 années 1646-1648, c'est un peu la lune de miel entre les Neuville et Mazarin, chacun aidant l'autre à progresser. Et puis arrive 1648 et les années suivantes et la Fronde. Alors, je ne chercherai pas à vous résumer la Fronde parce que c'est peut-être un peu audacieux, mais j'allais dire, c'est un peu comme les gilets jaunes, c'est la somme de tous les gens qui râlent, mais en fait, il n'y a pas grand point commun entre tous les gens qui râlent, et si on cherche à comprendre, on s'y perd. Et je pense que Nicolas de Neuville le comprend assez bien, et donc en fait, il arrive à avoir pour fil conducteur, qui n'est écrit nulle part, de rester fidèle à l'enfant roi et à la reine, d'un point de vue, je dirais, quasiment affectif, et de ne pas se mêler trop des affaires, et de naviguer ainsi entre les différents clans. La situation de Mazarin se dégrade, donc là aussi on pourrait faire des parallèles avec la vie d'aujourd'hui, mais vous savez que ce qu'on reproche surtout à Mazarin, c'est de s'être enrichi très rapidement et dans des proportions tout à fait considérables, et avec une avidité qui choque, en fait, on peut le dire. Et donc en janvier 1651, l'impopularité de Mazarin est à son comble, et Mazarin, dans les premiers jours de février, doit s'exiler. Et du coup, vous voyez que Nicolas de Neuville se retrouve dans une situation très particulière. Il est le gouverneur de la personne du roi, alors que le responsable en chef du poste est parti à l'étranger. Et donc, c'est lui réellement la personne la plus proche du jeune roi, et sa position est tout à fait favorable. Et en plus, en 1650, il a bien manœuvré, puisqu'il a obtenu le rétablissement de M. de Châteauneuf, qui est en fait un cousin
de son père. Vous savez, le premier Nicolas de Neuville dont je vous ai parlé, en fait, avait une épouse, Madeleine de Lobépine. Et en fait, monsieur de Châteauneuf, c'est monsieur de Lobépine de Châteauneuf. Donc c'est un très proche parent de Nicolas de Neuville. Et donc Nicolas de Neuville a réussi à faire revenir comme chancelier monsieur de Châteauneuf. Et donc, en février 1651, par petites touches, Nicolas de Neuville est arrivé au sommet de l'influence, puisqu'il est le plus proche du roi et l'un des postes les plus élevés du gouvernement est tenu par son très proche parent. Évidemment, ça va lui donner des idées. Et il va commencer à prendre ses distances avec Mazarin. Jusqu'à la fin de 1650, on sait que le lien est intact. Ce que je voulais souligner, c'est que la correspondance de Mazarin a été publiée au XIXe siècle de façon très sérieuse, mais en fait de façon très partielle. Et grâce en partie à la mise en ligne aussi de ces manuscrits, on a les lettres entières et toutes les lettres, enfin une bonne partie des lettres qui sont accessibles. Ce sont des documents pour les lettres d'exil qui sont des lettres chiffrées et sous lesquelles un secrétaire de l'époque a heureusement pu traduire ces lettres. Et donc, ce que j'ai fait, c'est de rechercher toutes les mentions de ces Neuville dans les lettres de Mazarin, et en m'apercevant qu'en fait, un très grand nombre avait été omises dans les éditions, et que donc toute cette histoire que je vous raconte n'était pas visible avant qu'on puisse accéder, enfin en tout cas qu'on prenne le temps d'accéder à toutes ces lettres de Mazarin. Et donc encore à la fin de 1650, le 29 décembre, Mazarin est capable d'écrire « Je suis fort obligé » à la vigueur avec laquelle monsieur le garde des Sceaux, donc le cousin de Nicolas, monsieur le maréchal de Villeroy, donc Nicolas, et vous, c'est une lettre à l'hôtelier, avez soutenu ma cause auprès de Sa Majesté, et tant de marques d'amitié que je reçois de vous trois. Donc vous voyez, 29 décembre 1650, Mazarin n'est pas encore parti, il considère que Nicolas fait partie de ses soutiens les plus nets. Mazarin s'en va, et évidemment, la tentation est trop forte pour Nicolas de Neuville de se dire mon tuteur est parti, je peux peut-être occuper un peu plus de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Camille s'immisce dans ce jeu et vient seconder son frère à Paris dans ses positions au gouvernement. Et donc, Nicolas de Neuville tourne Casaque. Camille de Neuville est très manifestement, comment dirais-je, à l'attaque. Et notamment, il a compris que Mazarin, en s'exilant, va avoir des soucis financiers. Mazarin est parti avec une énorme fortune, mais qui finit par s'épuiser en la consommant. Et en plus, dans l'intervalle, on a fait saisir une grande partie de ses biens à Paris. Et donc Mazarin, peu à peu, voit sa situation financière se dégrader, alors que Camille de Neuville, lui, fait partie de ses créanciers. Ces gros créanciers. Et en plus, vous vous souvenez qu'il a eu l'habileté de faire domicilier à Lyon, et entre ses mains, le paiement des rançons payées par les Francs-Comtois. Et du coup, peu à peu, la situation va se durcir, et la position de chacun va se raidir. Donc je crois que je vous ai mis là une citation que je trouve intéressante. C'est une lettre de Mazarin à M. de Lyonne du 13 juin 1651 qui montre à quel point la situation s'est complètement renversée. Je vous charge de dire précisément à la reine que si elle n'y donne bon ordre et bientôt, le maréchal de Villeroy, donc Nicolas de Neuville, et l'abbé d'Ainay, Camille de Neuville, son frère, qui est plus dangereux et a plus d'esprit que lui, viendront à bout de leur dessein par diverses cabales qu'ils ont sur le tapis, lesquelles vont toutes à s'emparer de l'esprit du roi et l'aliéner à la reine. Donc vous voyez que Mazarin, en juin 1651, considère que ses meilleurs amis, en 6 mois, sont devenus ses pires ennemis, et que les ambitions des deux frères de Neuville sont vraiment les plus importantes qu'ils soient. Et je m'étonne que Sa Majesté ne considère pas que ces gens-là, étant unis de la dernière liaison avec les frondeurs, ça on pourrait en discuter, ils ne conduisent que par leurs mouvements que jusqu'à présent ils n'ont eu d'autre visée que la destruction des intérêts de Sa Majesté et de ses bons serviteurs, les bons serviteurs étant évidemment Mazarin et ses amis. Je vous prie de bien insister là-dessus, car je ne parle pas sans fondement, et vous voyez bien que cette pièce-ci est la plus délicate qu'on puisse toucher. Voilà, donc c'est un épisode méconnu, on va dire, assez bref, mais qui montre bien que dans cette courte période, les deux frères de Neuville, en fait, accèdent à une influence sans équivalent. Et la question, je pense qu'à cette époque, à ce moment-là, la partie est ouverte. Elle aurait pu basculer autrement.
Et c'est à ce moment-là que l'aspect financier prend plus d'importance. Et donc on a toute une série de citations inédites dans les lettres de Mazarin relatives justement à la position de Camille de Neuville, qui conserve avec lui des sommes très importantes dont Mazarin a absolument besoin. Voilà, je vois par exemple une lettre du 19 août 1651. Voici encore un autre détail qu'il faut que je vous fasse. Donc c'est une lettre à Colbert, que je vous fasse concernant l'abbé d'Ainay, donc Camille de Neuville, que je trouve d'aussi mauvaise foi et aussi mal intentionné pour vous, pour le moins, que M. Tubeuf. Vous saurez donc que quelque diligence que j'ai pu faire, je n'ai pu avoir que depuis 7 ou 8 jours les 70 000 livres qu'il a à compter sur Lyon, etc. Et Camille continuera ses manœuvres pendant tout l'été 1651, disant qu'il n'est à Paris et qu'il ne peut pas payer s'il ne rentre pas à Lyon. Ce qui est évidemment un mensonge de premier plan, puisque Lyon est la place d'échange par excellence, et donc l'endroit où on peut faire des paiements à distance. Donc par définition, l'argument est tout à fait fallacieux. La situation se dégrade, et puis en septembre, on sent que le vent tourne. C'est-à-dire qu'en clair, Anne d'Autriche voit qu'elle est isolée, qu'autour d'elle, chacun défend sa position et son intérêt égoïste, et il semblerait qu'elle devienne un peu plus favorable à un retour de Mazarin. Et à ce moment-là, bien sûr, Nicolas de Neuville tourne à nouveau complètement kazakh et envoie des lettres de protestation à Mazarin. Au même moment a eu lieu à nouveau le renouvellement de la paix de Franche-Comté, et à ce moment-là, à nouveau, les frères Neuville essayent de tirer la rançon en leur faveur et de se la faire payer entre leurs mains. Voilà, je vous épargne peut-être la lecture de toutes les lettres sur le sujet, mais il y a un grand nombre de documents que vous verrez dans ce volume qui montrent bien que Camille de Neuville, jusqu'au mois de septembre, essaye en fait d'étrangler financièrement Mazarin, et il n'est pas loin d'y arriver. Et c'est parce que Mazarin arrive à apitoyer Anne d'Autriche que la situation se retourne. Sinon, on aurait pu avoir effectivement ce moment où Mazarin, tout simplement, était financièrement exsangue et aurait du coup sans doute perdu beaucoup de ses alliés, puisque c'est là, par l'argent, qu'il maintenait une partie de son influence. Et à la fin de 1651, Camille de Neuville finit par lâcher et paye les sommes qu'il doit à Mazarin. Évidemment, ce n'est pas un hasard, puisque dès février 1652, Mazarin rejoint la cour. Il revient en grâce, doucement, péniblement, mais il revient en grâce. Et du coup, évidemment, les frères Neuville font profil bas. Mais Nicolas de Neuville refuse de quitter la cour. Il dit à quelqu'un qu'une fois qu'on l'a quitté une fois, on ne peut plus y revenir. Et donc, il est prêt à subir tous les outrages plutôt que de quitter la cour. L'autre aspect, c'est que en septembre 1651, Louis XIV a eu 13 ans, pardon. Donc le mandat de Nicolas de Neuville est arrivé à échéance, et le premier geste de Louis XIV, le jour de sa majorité, c'est d'ériger, je vous parle de mémoire, d'ériger en duché le marquisat de Villeroy. C'est-à-dire que c'est quand même la preuve la plus évidente que l'enfant Louis XIV a été satisfait du mentorat de Nicolas de Neuville et cherche à lui manifester sa reconnaissance. C'est son premier geste de roi majeur. Et tout laisse penser qu'effectivement, il y a un lien affectif réel entre les deux hommes, même si l'expression est toujours tacite. C'est-à-dire que c'est par les gestes de Louis XIV qu'on le voit, c'est par le comportement de Nicolas de Neuville qu'on le devine, mais à aucun moment il n'y a de grandes déclarations sentimentales. Mazarin donc, va finir par revenir à Paris, donc c'est en février 1653. Et si ma vue basse me permet, j'essaie de vous lire ce qui est en dit par Souvigny. Souvigny, c'est un
un soldat monté en grade qui a servi sous Nicolas de Neuville, donc il le connaît très bien, et qui a aussi beaucoup servi Mazarin, qui connaît très bien les partis, et il est témoin de ce qui se passe en février 1653. Mazarin arrive par le nord, et donc Nicolas de Neuville quitte Paris pour aller à la rencontre de Mazarin avant qu'il entre en ville et lui faire ses hommages. Et donc Souvigny raconte, il est témoin, hein, celui-ci, Nicolas de Neuville, fait au cardinal un discours d'un adroit courtisan, comme il était effectivement, en lui disant qu'il savait bien qu'il n'ignorait pas qu'il avait été un de ceux qui s'étaient le plus opposés à son retour, croyant que son éminence ne devait point revenir en France de 3 mois, pendant lesquels on aurait ménagé des choses en sorte qu'il y fût revenu avec satisfaction, mais qu'il ne savait pas alors que son éminence était en état de faire les grandes choses qu'elle a faites, et finit son discours en louant la prudente et héroïque conduite de M. le cardinal. Et M. le cardinal lui répondit en termes généraux, sans se piquer de rien, lors ne doutant pas que le maréchal de Villeroy se serait bien consolé quand il ne fût jamais revenu en France, parce qu'il gouvernait l'État avec M. de Châteauneuf, son parent, pendant qu'il était hors du royaume. Voilà, donc on a l'hypocrisie parfaite de la vie de la cour, mais on a quand même ce phénomène sur lequel j'insiste parce que je crois qu'il n'a pas été relevé, notamment du point de vue des historiens lyonnais. On a quelques mois pendant lesquels Nicolas de Neuville, son frère, son cousin, sont en fait extrêmement influents à l'échelle du royaume. Alors pendant ce temps-là, pendant ces années-là, la Fronde a évidemment, je dirais, mené la vie quotidienne du royaume, donc y compris, la question se pose de ce qu'elle a été à Lyon. Alors, j'ai écrit quelques lignes sur le sujet que je vous épargnerai ce soir pour ne pas être trop long, mais vous comprenez que pendant ces années-là, Camille de Neuville est le lieutenant du roi, c'est donc lui qui a le pouvoir théorique sur la ville face au consulat. Et ce qui se dira toujours après la Fronde, c'est que la Fronde a totalement épargné Lyon et que c'est grâce à Camille de Neuville. Alors, le fait qu'il ne se soit rien passé, c'est toujours difficile à prouver. Donc, encore une fois, je vous épargne la démonstration. Mais à la fin, la géographe de Camille de Neuville, donc Germain Guichenon, qui écrit en 1694, je pense, a raison dans sa description. Et il explique que s'il n'y a pas eu de fronde à Lyon, cela vient, je cite, que les chefs des différents partis qui frondaient contre celui du roi n'osèrent jamais faire aucune proposition à Monseigneur l'archevêque, donc Camille de Neuville, pendant leur durée, le croyant également téméraire et inutile pour ne pas dire tout à fait injurieuse à ce qu'il était pour le roi. Ils essayèrent seulement de gagner quelques seigneurs de son gouvernement pour y commencer la rébellion, mais il ne les eut pas sitôt découverts qu'il les obligea à s'en éloigner par les vives poursuites qu'il leur fit, et par la prompte justice qu'il leur aurait rendue. Et effectivement, on a quelques éléments subtils qui montrent que Camille de Neuville envoie des signaux pour faire comprendre que si ça bouge, il réagira, et ça ne bouge pas. Et parmi les signaux, il y a 2 conflits qui apparaissent dans des juridictions, dans des institutions royales, et il les arbitre en personne, de façon à ce que ça ne dégénère pas en voie de fait. Et la moralité, c'est que effectivement, la période de la Fronde à Lyon se passe très calmement. Il n'y a en fait quasiment aucun changement à la vie quotidienne. Donc j'ai pointé dans les délibérations consulaires, tous les ans, on fait toutes les manifestations publiques habituelles sans qu'il n'y ait aucun désordre. Et si je me souviens bien, j'ai fait le compte que dans l'année 1650, qui est la plus agitée, on a dépensé beaucoup plus dans les dorures offertes aux milices que dans le paiement des miliciens. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas du tout eu besoin de les mobiliser. Voilà, donc ça veut dire que, comme on a trouvé Camille très souvent auprès de son frère pendant la Fronde, en fait, Camille fait beaucoup de voyages entre Lyon et Paris. Et en 1650, on le trouve au siège de Bellegarde, où est le roi, et où est également Mazarin, qui manque d'être atteint par
par un boulet. Et à cette occasion, le consulat lyonnais envoie une députation pour saluer le roi, puisqu'on est en Bourgogne, et donc pas si loin de Lyon que ça. Et les consuls notent bien qu'il faudra le remercier pour le passeport que Nicolas de Neuville a obtenu pour une quantité de blé très importante. Et donc on voit bien là aussi la façon dont les deux frères s'entendent pour asseoir leur pouvoir. J'ai fait le calcul que en fait, Nicolas de Neuville, comme ça, obtient à peu près 8 kilos de farine par habitant de Lyon, probablement même pas mal plus. C'est typiquement ce qui est important pour maintenir le calme dans une ville. Et c'est donc typiquement le genre de décision apparemment sans importance qui a réussi à asseoir le pouvoir de cette famille dans la ville. Et donc nous voici en 1653, où les deux clans se retrouvent face à face. C'est-à-dire que Mazarin est revenu au pouvoir, il est revenu à la cour, et Nicolas de Neuville est resté dans ses appartements parisiens et se montre toujours à la cour. Et puis, en mars 1653, donc le mois suivant, coup de théâtre lyonnais, l'archevêque Alphonse-Louis de Richelieu meurt. Et il faut donc lui trouver un successeur. Et évidemment, là, on est dans une situation très délicate, c'est-à-dire que le candidat politique naturel serait Camille de Neuville, puisqu'il s'est imposé comme garant du pouvoir royal à Lyon pendant la Fronde, et en même temps, c'est un ennemi juré de Mazarin. Mazarin ne peut pas avoir oublié que 18 mois plus tôt, il écrivait à la reine de France « Je vais mourir de faim parce que Camille de Neuville, c'est littéralement ça, hein, parce que Camille de Neuville ne me paye pas ce qu'il me doit. » Donc la partie n'est pas du tout gagnée d'avance, comme on a pu le croire longtemps. Et il y a des tractations assez longues au sujet de cette nomination. Et donc on en voit la trace notamment dans la correspondance de Guy Patin et de Charles Spon. Donc l'un est parisien, l'autre est lyonnais. Donc là aussi, je ne vous donnerai pas toutes les citations, mais on voit clairement qu'à nouveau, ces jeux de pouvoir interviennent avec les différentes factions qui essayent de s'arroger l'archevêché de Lyon. Alors, ce qui est intéressant, j'essaie de retrouver la citation, c'est que l'aumônier de Louis XIV, qui est mourant, laisse au jeune roi des notes, et en fait, je ne retrouve pas ma citation, mais il dit très clairement que Camille de Neuville ne peut pas faire l'affaire parce qu'il est beaucoup trop mondain. Voilà. Et donc, il faut bien voir qu'en 1653, Camille de Neuville est avant tout vu comme un courtisan, pas du tout comme un homme d'église. Il n'est pas prêtre. Il va être nommé en mai 1653 archevêque de Lyon, et on y voit très clairement la main d'Anne d'Autriche. Et c'est évidemment ce qui fera l'installation définitive du pouvoir de la famille à Lyon, puisque du coup, comme vous le savez, et c'est là que la période qui est la plus connue de la vie de Camille de Neuville, du coup, de 1653 à sa mort en 1693, il va cumuler à la fois les pouvoirs de lieutenant du roi et d'archevêque. Mais comme vous le voyez, ça a été beaucoup moins linéaire et évident qu'on pouvait le penser. Et je pourrais vous donner, peut-être si je le retrouve, voilà, un récit qui est fait je crois que c'est décembre 1653. Voilà, décembre 1653, c'est Daniel de Cosnac, qui sera archevêque à Aix, et qui traverse Lyon pour aller à Paris avec le prince de Conti. Le prince de Conti va à Paris pour épouser une nièce de Mazarin. Et donc, c'est un homme du bon côté.
Et le futur archevêque d'Aix raconte « Nous arrivâmes à Lyon le dernier jour de l'année 1653. Monsieur l'abbé d'Ainay, donc Camille de Neuville, depuis archevêque de Lyon, vint au devant de monsieur de Conti et le conduisit dans son abbaye, l'abbaye d'Ainay. Comme il était averti du mariage qui se traitait, cet abbé, grand courtisan, n'y oublia rien pour faire honneur à ce prince, qui put bien s'apercevoir que la figure qu'il allait faire à la cour par cette alliance ne contribuait guère moins à cette réception que le respect qui était dû à sa naissance et à son mérite. » Donc on voit très clairement par cette anecdote le comportement systématiquement courtisan des deux frères de Neuville, qui n'hésitent pas du tout à flatter les hommes les plus en cour pour maintenir leur position. Et puis va s'ouvrir, pour terminer, une période assez délicate qui va durer 7 ans, pendant laquelle Mazarin est au pouvoir, mais Nicolas de Neuville et Camille de Neuville ont également leur propre position. Et donc c'est ce que j'ai mis en haut, une chaîne de liens, c'est-à-dire que tout le monde est obligé de cohabiter. Camille est intimement liée à Nicolas, on ne trouvera jamais la moindre discordance entre les deux hommes. Nicolas est au fond une espèce de père adoptif de Louis XIV, et Louis XIV est indissociable de Nicolas. Il n'est pas question de le mettre en cause. Le lien entre Louis XIV et Anne d'Autriche est également indissoluble. On ne l'a jamais vu vaciller. Et Anne d'Autriche, en fait, ne peut rien faire d'autre que de s'appuyer sur Mazarin. Ce qui veut dire que chacun de ces individus est lié à l'autre, mais quand on va d'un bout à l'autre de la chaîne, on s'aperçoit que Camille et Mazarin sont des gens qui se détestent. Et donc, pendant toute cette période de 1654 à 1661, ces gens-là sont obligés de cohabiter alors qu'ils ne se supportent pas. Et donc, on le voit dans quelques événements que je vais vous relater rapidement. Chacun respectera le territoire de l'autre, chacun utilisera l'autre quand ce sera nécessaire, et chacun coopérera tout en maintenant manifestement ses hésitations personnelles ou ses distances personnelles. Alors, si je reprends ces quelques événements, en 1654, donc Camille est sacré archevêque, et c'est l'un des multiples rebondissements de la longue vie du cardinal de Retz. Et vous savez que c'est à ce moment-là qu'il envisage de faire lancer un interdit sur la ville de Paris, au motif qu'il n'a pas pu recouvrer son archevêché. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Et bien là, le premier geste de Mazarin est de dire « Écrivez à monsieur le maréchal de Villeroy pour qu'il écrive à son frère archevêque de Lyon pour que, en tant que primat des Gaules, il mette un terme à ce désordre. » Et immédiatement, Camille entre dans le jeu. Voilà, donc on est typiquement dans une alliance objective, tout le monde se déteste, mais tout le monde a le même intérêt, et chacun mobilise l'autre pour arriver à son résultat. Ce sera la même chose dans ce fameux épisode que vous connaissez bien, la visite à Lyon du jeune Louis XIV en novembre-décembre 1658. Vous connaissez cette affaire. En sous-main, on sait qu'on aimerait un mariage avec l'Espagne, mais pour faire monter les enchères, on fait comme si on était intéressé par une alliance avec la Savoie. Et donc il y a une présentation officielle de l'héritière savoyarde au jeune Louis XIV en 1658 à Lyon, dont on sait en fait que ce n'est qu'une mise en scène, enfin on le sait rétrospectivement, que c'est surtout une mise en scène destinée à faire venir à la table les Espagnols. Et en fait, c'est ce qui se passe. Les Espagnols envoient un émissaire à Lyon pour dire qu'ils aimeraient bien discuter. Et ce qui est méconnu, c'est que Camille de Neuville parle espagnol. On a un témoignage qu'il y a beaucoup de livres en espagnol dans sa bibliothèque. Je pense que j'ai trouvé l'explication, c'est que son précepteur Bézian à Roye, en fait, a fait des études de théologie en Espagne et lui a probablement enseigné l'espagnol, probablement à la demande de son père Charles d'Alincourt, qui a bien compris que la reine étant espagnole, ça pourrait toujours servir de parler cette langue. Et donc le fait qui est méconnu, c'est que donc, l'émissaire espagnol arrive à Lyon en 1658, on entame aussitôt des négociations, et en fait, Camille de Neuville participe à la délégation de la négociation du traité des Pyrénées, donc qui voit à la fois la paix entre la France et l'Allemagne, et comme vous le savez, la signature du contrat de mariage, et
de la paix entre la France et l'Espagne, et la signature du contrat de mariage de Louis XIV. Donc à nouveau, Mazarin et Camille de Neuville se retrouvent dans les mêmes pièces. On a un témoignage avec Nicolas, donc Camille, Nicolas, Mazarin, à faire semblant de se parler très courtoisement, en présence notamment du même Souvigny qui les avait vus en 1953, pour obtenir pour atteindre des objectifs qui les intéressent tous. Et puis la fin de l'histoire, fin de cette histoire-là, c'est évidemment la mort de Mazarin en 1661. Alors à la fois, cette mort de Mazarin laisse le champ libre aux Neuville, et en même temps, j'ai écrit c'est une victoire sans conquête. C'est-à-dire que Nicolas de Neuville, et c'est peut-être comme ça que je conclurai, Nicolas de Neuville s'est approché du sommet du pouvoir. Il a été aidé par son frère, mais en fait, quand le pouvoir a été à sa portée, il ne s'en est pas réellement saisi, et peut-être tout simplement parce qu'il n'aurait pas su qu'en faire. C'est-à-dire que c'est un militaire, c'est un exécutant probablement hors pair, y compris quand on lui demande d'aller faucher les blés en herbe chez les Franc-Comtois, mais ce n'est pas quelqu'un qui a une vision. On le voit dans les comptes rendus, dans les procès-verbaux du Conseil du Roi, puisqu'en 1661, il est quand même nommé chef du Conseil, même si dans ce Conseil, c'est plutôt Colbert qui aura la main, etc. Vous connaissez tout ça très, très bien. Et en fait, il reste totalement en retrait. Au moment où Louis XIV, dès ses premières années de règne, lance de grandes recherches pour essayer d'améliorer le fonctionnement de l'État et de renouveler les institutions, on voit les spécialistes parler, et à la fin, le roi donne la parole à Nicolas de Neuville qui répond « Il y a des gens plus compétents que moi qui viennent de parler, donc je n'ai rien à rajouter ». Donc c'est là qu'on voit que c'est un serviteur de la personne du roi, ça n'est pas un homme d'État, alors que son frère Camille, probablement, lui, avait une épaisseur d'homme d'État, et c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a incarné dans son diocèse de Lyon, où pendant 40 ans, il a effectivement agi comme un roi. Victoire sans conquête, j'indique titre et alliance, c'est-à-dire qu'en 1651, Louis XIV a donc, comment dit-on, érigé en duché le marquisat de Villeroy. Il faudra attendre la mort de Mazarin pour que l'acte soit enregistré au Parlement. Et puis, les Neuville vont faire des mariages tout à fait utiles. Un mariage avec la famille d'Armagnac. Le fils de Nicolas va s'allier avec une Cossé-Brissac. Tout ça en 2 ans, 1661-62. Donc c'est bien. On peut penser qu'il y a un lien. Et leur nièce va être mariée à dénommé Letellier, dont la carrière ultérieure sera évidemment bien connue. Et donc on voit ainsi comment, en quelques années, de 1643 à 1654, cette famille dont le niveau d'influence était tombé très bas est montée très haut dans l'influence potentielle, et puis probablement sous l'effet de la personnalité de chacun, s'est incarné d'une part dans un homme comme Nicolas qui est resté toute sa vie proche de Louis XIV, mais en se limitant à ses compétences. Il est encore actif à l'âge de 87 ans. Les 2 frères meurent à l'âge de 87 ans et restent très actifs jusqu'à la fin. Et on le voit encore au Conseil, qui n'intervient que sur des questions de largeur de route. Il se souvient dans les années 1680 que 45 ans plus tôt, avec son armée, il a fait 30 fois le chemin entre Lyon et l'Italie, et que donc il sait que la largeur de la route ne permet pas de faire passer tel type de canon. Ça, c'est le genre de sujet qui est à la hauteur, je dirais, du profil de Nicolas. Le profil de Camille est beaucoup plus subtil pour le moment, et donc il va, à défaut de pouvoir s'incarner à la cour, où Mazarin ne lui laissera jamais de place, il va s'incarner à Lyon, où, vous le savez, où vous le lirez dans ces 2 volumes. On peut dire qu'en 40 ans, il a été le véritable roi de Lyon et a imprimé une marque tout à fait singulière. Et cette recherche, je pense, appuie l'hypothèse que même s'il a toujours agi au nom de son frère, il a toujours été le seul initiateur de tout ce qui s'est passé, et Nicolas n'a eu aucune influence sur la vie lyonnaise. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Benoît. On ne peut que saluer le travail phénoménal que vous avez accompli pour relever toutes les subtilités politiques de cette cour de Louis XIV. Je pense que vous savez que François-Régis Cottin, vous avez appelé le nouveau Jean Tricou. Vous avez la même rigueur dans la recherche. Et là, vous nous apportez quelque chose, à nous Lyonnais, de tout à fait nouveau et insoupçonné, absolument insoupçonné. Alors, moi, je poserai une petite question après. Ne pensez-vous pas, vous dites que c'est Anne d'Autriche qui a fait que Camille de Neuville est devenu archevêque. Est-ce que ce ne serait pas pour l'éloigner un peu de la cour ? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, oui. C'est-à-dire qu'on devine, si vous voulez, Nicolas de Neuville a quand même pris soin de son petit garçon. Si je parle à la place d'Anne d'Autriche. Je soupçonne qu'il y a quand même une forme... Et il l'a protégé. Il aurait pu se faire enlever, se faire tuer. Il y a des lettres où on montre très clairement qu'on complote pour essayer d'enlever la personne du roi et vérifier que Nicolas de Neuville dort ou ne dort pas à côté dans la pièce d'à côté. Donc, il y a sûrement ce bénéfice secondaire d'éloigner Camille, qui est quelqu'un dont l'esprit est capable de tout, je pense. Voilà. Mais je soupçonne que Anne d'Autriche a aussi cherché de façon générale à favoriser Nicolas de Neuville. Alors, vous mettez en fait, alors je vous remercie pour vos compliments précédents, mais vous mettez le doigt en fait sur un autre sujet qui apparaît plusieurs fois, qui est que Camille aurait hésité à accepter l'archevêché. Alors, c'est dit par son hagiographe, donc Germain Guichenon, donc évidemment c'est un peu suspect, mais ce que j'ai trouvé, et donc ça m'a beaucoup étonné, vous savez que tous les ans les jésuites faisaient un spectacle de fin d'année avec leurs élèves, et donc celui de 1654 est relatif à Ambroise de Milan, qui en fait a connu quelques similitudes de parcours, c'est-à-dire que c'est un chef civil, enfin un responsable civil, qui tout d'un coup est promu évêque de Milan et qui hésite. Et en fait, la personne, le jésuite qui rédige l'introduction, dit très clairement, donc là il parle juste un an après les faits, dit très clairement que heureusement que des tiers ont poussé à accepter, Camille de Neuville à accepter, parce qu'il était très hésitant. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter. On peut faire une interprétation qui était de se dire, peut-être qu'il n'était pas... Enfin, quand on voit sa vie avant, peut-être qu'au fond, la prêtrise lui faisait un peu peur. C'était peut-être quelqu'un qui a toujours rêvé de se marier et à qui on l'a interdit. Donc c'est un premier point. Ceci dit, excusez-moi, je vous coupe là, mais il n'a quand même pas eu l'avis du cardinal de Retz, qui lui... s'est très bien arrangé. Oui, a choisi les deux camps à la fois, oui. Oui, alors que Camille de Neuville, on ne lui connaît aucune aventure. Non. Le seul lien féminin que j'ai trouvé et qui m'intrigue beaucoup de Camille de Neuville, c'est Geneviève Ramadier, fille d'un petit notaire de Lyon, et qui est 6 fois marraine quand lui est 6 fois parrain. Et cette Geneviève Ramadier épouse un frère du père de Lachaise. Et ce que je n'ai jamais vu, c'est que le marié apporte une somme considérable et Camille de Neuville se porte caution personnelle du futur marié auprès de cette fille de notaire. Donc cette femme, cette Geneviève Ramadier, il y a quelque chose. Voilà. Donc voilà, mais on ne sait pas quoi. Donc ça, je dirais, c'est l'hypothèse... Enfin, je reviens sur l'hésitation de Camille de Neuville. Donc, hypothèse numéro 1, peut-être qu'au fond, la prêtrise, en plus des responsabilités d'archevêque, l'ont fait hésiter. Le second point, c'est que c'est peut-être une tactique. Parce qu'il faut bien voir que la culture des Neuville, c'est ne pas parler, ne pas demander de façon trop ostensible. Et ils ont sous les yeux l'exemple de Mazarin, qui, à force de pavaner et d'étaler son ambition partout, est devenu détesté de tout le monde. On ne peut pas exclure, connaissant la finesse de Camille, qu'il ait fait un peu de cinéma, de faire semblant d'hésiter pour être sûr qu'on ne le soupçonne pas d'ambition. Ouais. Ça lui ressemblerait assez, je pense. Mais pour revenir à Mazarin, justement, d'abord, moi je me base sur des lectures tout à fait basiques sur Louis XIV et Mazarin, que Louis XIV le considérait comme son père.
Justement, quand ils prennent la fuite, qu'ils vont coucher à À Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain dans des conditions extrêmement difficiles, il est là. Il est là. Et par ailleurs, on lui a attribué aussi, avec Anne d'Autriche, un peu plus... Oui, une liaison, en fait. Oui. Ouais. Ça, enfin, je n'ai pas d'opinion sur le sujet, c'est un sujet qui me dépasse complètement. Ce que je pense, vous voyez, dans cette chaîne de liens, c'est que de toute façon, il y a une alliance objective entre Anne d'Autriche et Mazarin. C'est-à-dire que, en tout cas, je ne suis peut-être pas assez compétent pour le dire, mais je ne vois pas qui Anne d'Autriche aurait pu trouver d'autres qui lui soient aussi obligés. C'est-à-dire que l'avantage de Mazarin, c'est qu'il n'a pas d'appui en dehors d'elle. Donc quand il est là, elle sait qu'elle peut avoir confiance. Et quand on voit ce qui s'est passé pendant la Fronde, on se met à la place de cette femme, elle se dit, je ne suis entouré que d'escrocs qui chacun essaye de tirer la couverture à lui. Et au moins, cet homme-là est probablement un bandit, mais je pourrais compter sur lui. Il avait été recommandé par Richelieu quand même. Oui. Donc, je pense que vous avez des questions à poser. Oui, oui, oui. C'est exact. Oui, vous voulez. Oui, alors vous avez dit que les francs-comtois ont versé de grosses sommes, mais ils les versaient à Mazarin qui les gardait pour lui, ou ils les versaient à l'État. Mazarin gardait une partie pour lui. Alors, les traités indiquaient que les sommes étaient versées entre les mains de l'abbé d'Ainay ou à Lyon chez un représentant du roi, mais qui était l'abbé d'Ainay par défaut. Mais c'est une somme versée au roi. Voilà. Par ailleurs, comme le voulait la pratique de l'époque, rien n'empêchait le roi de faire cadeau de cette somme à X ou à Y. Et donc, c'est ce qui se passe notamment dans l'année... Il ne faut pas que je me trompe, je pense 1651, justement. Voilà, quand les finances de... Enfin, donc, Mazarin est en exil. On sait que ce sont les Neuville qui ont l'habitude de traiter cette rançon annuelle, puisqu'elle est reconduite d'année en année. Et donc, finalement, Anne d'Autriche fait don de cette rançon à Mazarin. Et c'est ça qu'il sauve. Voilà. Et les rançons suivantes, enfin les années suivantes, ne seront plus payées à Lyon. Oui, mais on disait bien, et ça a été le cas de Fouquet aussi d'ailleurs, qu'ils ne faisaient pas la différence entre leur argent personnel et l'argent de l'État. Alors, c'est un peu compliqué parce que ça interfère avec le traité de Westphalie. Donc, si vous voulez, quand... donc les campagnes où Nicolas de Neuville est impliqué, c'est plutôt 1639 et suivante. En 1643, Louis XIII meurt, mais à ce moment-là, on se retrouve avec Anne d'Autriche, dont les armées sont en train de se battre contre les armées de son frère, roi d'Espagne, en Franche-Comté. Et du coup, il y a une trêve et le rapport change radicalement. Donc là, il y a paiement de rançon pendant au moins 4 ans. Et si je ne m'abuse, 1648, c'est le traité de Westphalie qui, normalement, résout tout ce genre de sujets. Simplement, le cas de la Franche-Comté est un peu limite, et donc il y a encore paiement de rançon pendant plusieurs années. Autre question? Non? Ben, écoutez, je vous remercie encore. Alors, avant de vous laisser partir, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez procédé à l'élection de 6 nouveaux membres.